La pluie tombait finement sur les trottoirs de Paris en ce début de soirée d'automne. Les passants pressèrent le pas, serrant leurs manteaux contre eux, tandis que les lumières des réverbères donnaient à la ville une atmosphère à la fois mélancolique et majestueuse. Dans ce quartier huppé, où les restaurants se succédaient avec leurs terrasses chauffées et leurs nappes blanches impeccables, la clientèle habituelle était composée d'hommes d'affaires, de couples élégants et de touristes fortunés. On y venait peu. Ce soir-là, pourtant, une silhouette détonnait au milieu de cette scénographie raffinée. Une vieille dame, vêtue d'un manteau sombre usé par le temps, avançait lentement appuyée sur une canne. Son pas hésitant trahissait la fatigue, mais son regard clair, presque déterminé, contrastait avec la fragilité de son corps. Elle portait un simple sac en toile, qu'elle serrait contre elle comme un objet précieux. Les passants, habitués à voir défiler des silhouettes pressées et distinguées, la dévisageaient avec eux. Elle s'arrêta devant l'un des plus célèbres restaurants du quartier, le Cygne d'Or. La façade brillait sous les lumières, les vitres reflétaient l'éclat des lustres et les serveurs, en chemises impeccables, passaient rapidement d'une table à l'autre. Les conversations bourdonnaient à l'intérieur, ponctuées par le tintement des verres et le rire léger des clients. Tout respirait la richesse et l'exclusivité. La vieille dame posa une main tremblante sur la poignée dorée de la porte et entra. Aussitôt, le contraste fut saisissant. Les regards se tournèrent vers elle. Sa silhouette frêle, son manteau élimé et ses chaussures usées juraient avec les tailleurs et les costumes des convives. Le silence se fit un instant, presque imperceptible, mais suffisant pour marquer son intrusion dans un univers qui n'était pas le sien. Un serveur s'approcha rapidement, visiblement contrarié. Grand, mince, la trentaine, il portait son uniforme avec une fierté presque théâtrale. Sa voix polie en apparence cachait à peine une pointe d'agacement. « Madame, je crois que vous vous êtes trompée d'endroit », dit-il en se penchant légèrement vers elle. La vieille dame leva ses yeux clairs vers lui et répondit d'une voix douce mais ferme « Non, je suis exactement là où je voulais être. » Le serveur se raidit. Autour, quelques clients chuchotaient déjà observant la scène avec une curiosité mal dissimulée. Certains souriaient ironiquement, d'autres froncèrent les sourcils, choqués par ce qu'ils considéraient comme une intrusion inconvenante. « Madame, reprit le serveur, ici nous accueillons des clients réguliers. Vous comprenez, vous n'avez rien à faire ici. » Le ton, bien qu'encore feutré, résonna comme une gifle dans l'air lourd du restaurant. La vieille dame ne répondit pas immédiatement. Elle inspira profondément, son regard balayant la salle, comme si elle cherchait à imprimer chaque visage dans sa mémoire. Puis, avec une lenteur calculée, elle serra son sac contre elle et esquissa un sourire à peine perceptible. Un silence gêné s'installa. Le serveur, sûr de son autorité, s'attendait à ce qu'elle recule, qu'elle baisse la tête et reparte. Mais la vieille dame resta immobile, solidement ancrée, comme une statue fragile, refusant de s'effondrer. C'est alors qu'un homme à une table proche, vêtu d'un costume sombre et tenant un verre de vin, se pencha vers son voisin et murmura suffisamment fort pour être entendu. « Elle s'est sûrement perdue. Qu'attend-on pour la raccompagner dehors ?» Des rires étouffés suivirent. Le serveur, encouragé, posa une main ferme sur la porte. « Allez, madame, je vais vous raccompagner. » Mais avant qu'il ne puisse la toucher, elle leva la main et dit calmement « Je ne partirai pas. » Le serveur se figea, surpris par le ton assuré de cette voix fragile. Les clients, désormais captivés, attendirent la suite comme on attend le rebondissement d'une pièce de théâtre. La vieille dame glissa alors sa main dans son sac et en sortit une enveloppe soigneusement pliée. Son geste était lent, presque cérémonial. Elle la posa sur la table la plus proche, sous le regard ahuri du serveur. « Voici pourquoi je suis ici, » dit-elle simplement. Les convives retinrent leur souffle. Le serveur, blême, fixa l'enveloppe comme une menace. Il voulut la repousser d'un geste sec, mais la vieille dame retint le coin du papier avec une précision tranquille. « Ouvrez !» dit-elle. Sa voix ne montait pas. Elle pesait. Autour, les conversations s'étaient dissoutes. On n'entendait plus que le cliquetis lointain d'une cuillère contre une soucoupe. Le maître d'hôtel s'approcha, tiré à 4 épingles, avec ce mélange d'empressement et d'autorité qui règle les drames mondains. « Puis-je me permettre, madame ?» Elle hocha la tête. Il glissa un couteau sous le rabat, sortit une feuille à l'entête d'un cabinet de notaire, scella d'un ruban rouge. Il déplia. Ses yeux parcoururent des lignes. Son visage se décomposa. « Qu'est-ce que c'est ?» siffla le serveur, plus pour reprendre pied que par curiosité. La vieille dame inspira comme on remonte un souvenir.
une lettre de Meurenier, notaire à Paris, et une copie d'un acte. Sa main tremblait légèrement, mais ses mots coulaient droit. Le maître d'hôtel se racla la gorge, chercha sa voix et lut « Madame Élise Martin, née Delorme, petite-fille de feu Auguste Delorme, fondateur de l'établissement Le Cygne d'Or. » Un murmure parcourut la salle. Le nom du fondateur figurait en lettres d'or à l'entrée. On l'honorait sans le connaître. Détentrice de l'usufruit et des droits moraux attachés au nom et à l'esprit de la maison, en vertu du testament du 12 avril 1984. Les mots tombèrent comme des clés. Le serveur recula d'un demi-pas. « Continuez », souffla la vieille dame. « Il est stipulé que nulle personne ne saurait être refoulée pour son apparence, ses moyens, son âge ou son origine, sous peine de retrait de l'usage du nom et des avantages attachés à la marque. » Un silence dur s'installa. Celui qui mord les joues et brûle les... Le maître d'hôtel leva les yeux vers Élise. « C'est authentique ?» Elle hocha la tête. « J'ai vécu longtemps loin de Paris. J'ai laissé la maison entre des mains qui promettèrent de la servir. J'ai espéré qu'on se souviendrait de l'homme qui l'a bâtie. » Elle prit une seconde enveloppe, plus petite, jaunie par le temps. « Et voici la lettre de mon grand-père. » Elle n'a jamais été lue ici. Elle l'ouvrit avec une délicatesse infinie, puis d'une voix basse, « Chlusum à celle ou celui qui portera ce toit après moi. Qu'il se souvienne que la cuisine nourrit des corps et que la salle doit nourrir des cœurs. On ne chasse pas de sa table celui qui a froid. On ne refuse pas une chaise à celle qui a marché longtemps. Si l'on manque de place, on partage la nôtre. Le luxe n'est qu'un éclairage. L'honneur, lui, est le pain. » La feuille trembla un peu entre ses doigts, mais sa voix resta d'une limpidité qui creusait l'écoute. On entendit une chaise grincer. Une cliente essuya ses yeux. Le serveur, tout à l'heure si lisse, cherchait ses mots. « Je ne savais pas. » Élise replia la lettre. « Personne ne sait, quand personne ne veut savoir. » Puis elle sourit sans cruauté. « Vous aviez raison sur une chose. Je n'ai rien à faire ici si l'on oublie ce que c'est qu'une maison. Mais si l'on se souvient, j'ai ma place, comme vous, comme eux. » Le maître d'hôtel, blême, se fendit d'une révérence franche. « Madame Delorme, voulez-vous vous asseoir? Nous avons une table au coin de la baie. » Elle observa la salle, souvenant ses pas d'autrefois, les fêtes, les livraisons à l'aube, et dit « Je m'assiérai là où s'assoient les gens qu'on voit mal, près de la cuisine. J'aime entendre la vie qui travaille. » On dégagea la table en un balai fébrile. Un jeune serveur posa une carafe d'eau, les mains fines tremblantes. Élise le remercia d'un regard qui apaisait. Le premier serveur restait planté, la honte battant aux tempes. « Madame, je vous prie de m'excuser. » Elle inclina la tête. « Vous m'excuserez quand vous excuserez les autres, à l'avenir avant qu'ils n'aient besoin de l'être. » La phrase simple ne punissait pas. Elle orientait. Une table applaudit, puis deux, puis la salle entière, sans tapage, comme on approuve une évidence. Quand Élise s'assit, la baie vitrée refléta son profil. Le restaurant soudain semblait plus vaste. Le maître d'hôtel rapporta l'acte, presque dévot. « Souhaitez-vous que j'en fasse une copie pour la direction ?»« Non, dit-elle. Apprenez-le par cœur. Le papier ne sauvera pas les consciences. » Elle replaça la lettre de son grand-père dans l'enveloppe jaune, la rangea tout contre elle à la place du cœur. Un homme en costume sombre s'approcha, hésitant. « Madame, permettez. J'ai dîné ici, enfant. Mon père me racontait Auguste Delorme. Je n'avais jamais compris pourquoi il insistait, pour serrer la main du plongeur en partant. Je comprends mieux, merci. » Élise sourit. « Remerciez-le, votre père, en serrant la main d'un autre ce soir. » Il hocha la tête, un peu rouge. Les plats commencèrent à sortir de la cuisine, d'abord pour elle, par délicatesse qu'on eût dite protocolaire. « Je mangerai ce que vous servez en dernier, aux anonymes. » précisa-t-elle. « C'est là qu'on goûte la vérité d'une maison. » On lui apporta une soupe claire, un pain craquant, un verre de vin simple. Elle avala la première cuillerée comme on prend un serment, lentement. « C'est bon, » dit-elle. La salle respira. Alors seulement elle se tourna vers le serveur qui l'avait blessée. « Kaisi café. Theresi, comment vous appelez-vous » Il hésita. « Adrien. »« Homme Adrien, dit-elle. Je n'ai pas besoin qu'on me traite en héritière. J'ai besoin qu'on traite chacun comme un hôte. Si vous y consentez, vous n'aurez plus jamais à lire de lettres pour savoir quoi faire. » Il acquiesça, les yeux mouillés d'une colère retournée contre lui-même. Au fond, près de la porte discrète qui mène au vestiaire, un cadre pendait poussiéreux. La photo d'Auguste Delorme jeune, tablier noué, sourire clair. Élise la vit et murmura « Tu vois, grand-père, on n'a pas tout perdu. »
Puis elle porta le verre à ses lèvres, et dans le clapotis léger de la salle redevenue vivante, chacun sentit qu'une frontière venait de reculer, celle qui séparait le luxe de la bonté. Le chef, alerté, sortit de la cuisine, toque à la main. Il contempla la scène puis s'avança, sans discours. « Je vous présente mes excuses, madame. La maison vous doit plus qu'un couvert. »« La maison ne me doit rien, » répondit Élise. « Elle se doit à elle-même. Faites-moi plutôt une promesse, qu'aucun tablier n'ait jamais honte de son travail tant que vos fourneaux brûleront. » Le chef inclina la tête. « Je m'y engage. » Il décrocha alors l'ardoise du jour, effaça d'un coup de torchon une phrase de hasard et écrivit « Ici, on sert d'abord le respect. » Quand la note arriva, quelques habitués voulurent payer pour elle. « Non, dit Élise, je paye ma part, comme n'importe qui, et je laisse ce pourboire pour la plonge. » Elle posa des pièces et un billet, avec la lenteur d'un geste ancien. Il y a des mains que personne ne voit, et ce sont pourtant elles qui nous tiennent. Le jeune serveur aux mains fines sourit à travers ses larmes. Adrien, lui, rangea son orgueil avec sa cravate comme on dépose une arme. La pluie s'était remise à tomber. Lorsqu'Élise se leva, la salle l'accompagna d'un regard qui n'était plus de curiosité, mais de reconnaissance. Elle salua la cuisine d'un signe, passa près du cadre poussiéreux et souffla « À demain peut-être ». Et l'on sut sans savoir comment que si elle revenait, nul n'aurait besoin d'enveloppe pour ouvrir la porte. Dehors, l'air froid avait l'odeur des soirs lavés. Elle resserra son manteau. Elle sortit, droite, sous la pluie redevenue fine. La pluie ne cessa pas cette nuit-là, comme si la ville elle-même voulait laver les traces de ce qui venait de se passer. Élise rentra lentement chez elle, ses pas résonnant sur les pavés mouillés. Le restaurant derrière elle retrouvait son tumulte mondain, mais une brèche avait été ouverte. Elle le savait. Une partie d'elle avait tremblé devant tant de regards, mais une autre avait ressenti une étrange paix. La voix de son grand-père avait enfin retenti là où on l'avait oublié. Son appartement était modeste, situé au 4e étage d'un vieil immeuble sans ascenseur, dans un quartier populaire. Elle ouvrit la porte et posa son sac sur la table. Elle sortit l'enveloppe, la caressa comme une relique, puis la rangea dans une boîte en bois où s'entassaient d'autres souvenirs. Des photos jaunies, des carnets de recettes écrits à la main, un foulard qui avait appartenu à sa mère. Elle s'assit, la tête entre les mains, et laissa les larmes couler. Ce n'était pas la honte ni la peur, c'était. Elle se revit enfant, courant dans la grande cuisine du Cygne d'Or, là où son grand-père, Auguste, officiait encore. Elle se souvenait de l'odeur des sauces, du bruit des casseroles, des éclats de rire des apprentis, de la manière dont son grand-père serrait la main de chacun, du plongeur au chef de rang. « On n'élève pas une maison en or, Élise, disait-il. On l'élève en hommes et en femmes. Le reste n'est que décor. » Elle n'avait jamais oublié ces mots. Mais les années avaient passé, le temps avait avalé la mémoire. Elle avait quitté Paris pour élever ses enfants en province, loin de l'agitation. Le restaurant avait changé de main, repris par des investisseurs puis par des chaînes, transformé en un lieu de prestige où l'âme originelle s'était diluée. Elle, l'héritière silencieuse, n'avait jamais cherché à faire valoir ses droits. Elle croyait que le nom de son grand-père suffisait à protéger l'esprit du lieu. Ce soir-là, pourtant, elle avait compris le lendemain matin, l'histoire s'était déjà répandue dans le quartier. Des clients du restaurant en parlaient avec des voisins, certains avaient pris des photos, d'autres avaient discrètement filmé la scène. Élise ne cherchait pas la notoriété, mais la rumeur s'imposait. Dans une petite boulangerie voisine, 2 femmes commentaient « Tu as vu cette dame ? On dit qu'elle est de la famille du fondateur. C'est incroyable. Et ce serveur, quelle honte !» Élise, passant la porte pour acheter son pain, elle rentra vite chez elle, un peu troublée. Elle n'avait pas voulu d'un scandale public. Elle voulait seulement rappeler que la maison portait une mémoire et qu'on ne pouvait pas en effacer l'esprit. Mais le scandale, une fois lancé, échappe à celui qui l'a déclenché. Elle le savait désormais. Assise à sa table, elle reprit la lettre de son grand-père. Chaque mot vibrait comme un écho du passé. On ne chasse pas de sa table celui qui a froid. Elle posa sa main sur le papier, ferma les yeux et murmura « J'ai fait ce que j'ai pu. À toi maintenant de me donner la force pour la suite. » Ce soir-là, elle dormit mal. Elle rêva d'Auguste, debout dans sa cuisine, lui tendant une louche comme un sceptre. « Continue, Élise. Ne laisse pas s'éteindre la flamme. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, et sut que cette histoire ne faisait que commencer. Le lendemain, le soleil perça timidement les nuages. Élise, encore fatiguée, décida de sortir pour se changer les idées.
Elle aimait flâner dans les ruelles étroites, saluer les commerçants qu'elle connaissait depuis des années. Pourtant, ce matin-là, quelque chose avait changé. Les regards se faisaient plus insistants, parfois admiratifs, parfois curieux. Dans la petite librairie de son quartier, le propriétaire lui adressa un sourire inhabituel. « J'ai entendu dire que vous aviez rappelé au signe d'or ce... » Elle soupira. Ce n'était pas de gloire qu'elle avait besoin, mais de silence. Pourtant, au fond d'elle, une étincelle se rallumait. Son grand-père avait toujours dit que chaque génération devait trouver sa manière de défendre ce qui compte. Peut-être était-il temps pour elle de reprendre ce rôle qu'elle avait trop longtemps abandonné. L'après-midi, elle reçut une visite inattendue. Adrien, le serveur qui l'avait humilié la veille, se tenait devant sa porte. Il portait encore son uniforme froissé, comme s'il avait quitté le restaurant en hâte. « Madame, je ne savais pas où vous habitiez, mais j'ai demandé dans le quartier. Je voulais vous dire pardon. » Élise resta silencieuse un moment, puis l'invita à entrer. Il s'assit mal à l'aise, tordant son torchon entre ses mains. « Je ne pensais pas faire de mal. Pour moi, vous étiez juste... » Élise l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle répondit simplement « Adrien, le mal ne vient pas toujours de la haine. Parfois, il vient de l'ignorance. Mais l'ignorance n'excuse pas tout. Ce qui importe, c'est ce que vous ferez après. » Adrien baissa la tête. « J'aimerais apprendre. » Ces mots semblaient sincères, presque désespérés. Élise se surprit à éprouver une certaine tendresse pour ce jeune homme, maladroit mais capable de remise en question. Quand il partit, elle resta longtemps assise, songeuse. Elle comprit que cette histoire n'était pas seulement la sienne. Elle avait réveillé quelque chose dans le cœur des autres, même chez ceux qui l'avaient blessée. Son grand-père avait raison. Un lieu, une maison, un nom ne vivent pas par des murs, mais par les hommes et les femmes qui les habitent. Le soir venu, Élise rouvrit sa boîte en bois. Elle sortit un petit carnet noir jauni par les années. C'était celui où Auguste notait ses pensées, ses recettes, ses maximes. Sur la première page, elle relut « Ce que tu transmets ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un passeur. » Elle sourit tristement. « Ça aussi, je sais. Alors il est temps de transmettre à nouveau, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle rêva encore du restaurant. Mais cette fois, ce n'était pas un rêve d'enfance. Elle se voyait adulte, debout au milieu de la salle, entourée de visages attentifs. Elle ne parlait pas d'autorité, mais de mémoire. Et dans ce rêve, elle comprit que la lettre n'était qu'un commencement. La vraie épreuve serait d'enseigner, de réveiller, de rappeler chaque jour l'esprit de son grand-père. Quand elle ouvrit les yeux au matin, une résolution nouvelle s'imposait. Elle n'était plus seulement la vieille dame qu'on avait humiliée, elle devenait la gardienne d'une mémoire, et cette charge, lourde mais noble, était désormais la sienne. Les jours suivants furent marqués par un étrange mélange de silence et de bruit. Silence, parce qu'Élise, dans son appartement modeste, retrouvait chaque soir la solitude de ses souvenirs. Bruit parce que dehors, dans la ville, l'histoire circulait, racontée de mille manières, amplifiée, transformée. Ce qui s'était passé au Signe d'Or n'était plus seulement un incident de salle. C'était devenu une fable urbaine. Certains parlaient d'une héritière cachée, tas d'autres d'une vieille dame révoltée. Mais pour Élise, la rumeur importait peu. Ce qui la hantait, ce n'étaient pas les regards curieux des passants, ni les articles qui commençaient à fleurir dans de petits journaux locaux. C'était la scène elle-même, gravée dans sa mémoire. Les rires, la main du serveur sur la porte, la sensation d'être repoussée comme une étrangère dans une maison qui portait son nom. Elle revivait ces instants chaque nuit, avec une intensité qui la faisait se réveiller en sueur. Elle se disait que la dignité retrouvée ne sut. Elle se surprenait parfois à douter. Avait-elle eu raison d'exposer cette lettre? N'aurait-il pas été plus sage de garder le silence, d'éviter l'affrontement? Mais dès que le doute l'assaillait, elle repensait aux mots de son grand-père. On ne chasse pas de sa table celui qui a froid. Alors elle comprenait que son geste n'avait pas été une provocation, mais une fidélité. Une fidélité à une mémoire, à une promesse faite dans une cuisine bruyante des décennies plus tôt. Un après-midi, alors qu'elle faisait ses courses, elle fut abordée par une jeune femme. « Excusez-moi, madame. Vous êtes bien la dame du Signe d'Or ?» Élise hésita, puis hocha la tête. « Je voulais vous remercier, » dit la jeune femme. « J'étais là ce soir-là. Quand vous avez sorti la lettre, j'ai pensé à ma grand-mère. Elle aussi travaillait toute sa vie, sans qu'on la regarde jamais. Vous lui avez rendu justice. » Élise, émue, serra la main de la jeune femme. Elle comprit que sa blessure personnelle avait... Pourtant, ses paroles réconfortantes ne suffisaient pas à apaiser ses nuits, car la cicatrice la plus profonde n'était pas visible aux yeux des autres.
C'était celle qui se logeait dans sa propre chair, dans la certitude qu'on avait voulu l'effacer. Elle se sentait parfois comme une survivante d'une guerre silencieuse, où chaque sourire moqueur était une balle, chaque geste méprisant une plaie, et si elle avait trouvé la force de se relever, elle savait aussi que les cicatrices resteraient à jamais inscrites. Un soir, elle rouvrit son carnet noir. Elle écrivit quelques lignes tremblantes. « Je croyais que le temps avait recouvert la douleur, mais la douleur dort seulement. Elle attend qu'un rire ou un mot la réveille. Alors elle se lève, plus vive que jamais. Ce que j'ai fait l'autre soir n'était pas une victoire. C'était une cicatrice qui saigne encore. » Elle referma le carnet, les larmes aux yeux. Puis elle posa sa main sur la boîte en bois et murmura « Grand-père, aide-moi à transformer cette douleur en force. » Élise se leva tôt, comme portée par une obligation intérieure. La nuit l'avait laissée fébrile, mais un fil s'était tendu en elle, solide. Elle fit du café, ouvrit la fenêtre sur le matin humide, puis rangea la table comme on prépare un autel. Elle posa la boîte en bois au centre, retira l'enveloppe notariale et la lettre tachée d'anciennes gouttes de graisse. Elle relut sans hâte. Chaque phrase ravivait l'image d'Auguste, tablier noué, regard clair. Pourtant, au lieu de la consoler, ces lignes coupaient encore, comme si la mémoire avait des angles. Les cicatrices du présent ne demanderont pas l'oubli. Elle réclamait un usage. Dans la journée, une enveloppe glissa sous sa porte. Le papier sans adresse contenait une courte note manuscrite. « J'étais à la plonge hier quand vous avez parlé. On m'appelle Yacine. Merci d'avoir pensé à nous. » Elle resta longtemps immobile avec le billet entre les doigts. Les cicatrices du présent avaient des prénoms. Il ne s'agissait pas seulement d'un serveur et d'une vieille dame, mais d'une chaîne entière d'invisibles qui tenaient le train quotidien sans qu'on leur mette jamais de nom. Elle prit un stylo, écrivit une réponse, puis renonça. Plutôt que des mots, elle choisit des actes. En fin d'après-midi, elle se rendit au Cygne d'Or. La pluie avait cessé, mais l'air sentait encore la pierre mouillée. À l'entrée, Adrien hésitait avant de commencer son service. Il la vit et s'avança humble. « Vous revenez ?» Elle acquiesça. « Je ne viens pas pour manger. Je viens pour parler. » Le maître d'hôtel les rejoignit, la mine grave, la courbure d'un homme qui a mal dormi. « Nous vous devons des excuses, madame. Gardez-les pour vos pratiques, » répondit-elle, douce et nette. On la fit asseoir dans un petit salon à l'écart. Bientôt s'y retrouvèrent le chef, le maître d'hôtel, Adrien, et deux jeunes de la plonge. Élise posa la lettre notariale sur la table, mais c'est la page jaunie d'Auguste qu'elle caressa du regard. « Ce texte ne vaut que s'il devient un usage, » dit-elle. « Je ne suis pas venu réclamer un privilège. Je suis venu rappeler une règle. Écrivez-la, accrochez-la, répétez-la jusqu'à ce qu'elle cesse d'être l'exception. » Le chef silencieux acquiesça lentement. Adrien inspira. « Je peux commencer par moi, dit-il. Je propose qu'on change la phrase d'accueil. Au lieu de « avez-vous réservé ?» on dira d'abord « bienvenue ». Et on ne posera la question qu'après. Les autres opinèrent. Élise sourit. Le langage façonne la salle. Le maître d'hôtel ajouta « et je ferai relire la charte à tous les postes. » Pas comme un papier de plus, mais comme une histoire. Qui était Delorme, ce qu'il exigeait de lui-même, ce que nous exigeons de nous. Yacine, timide, leva la main. Et on pourrait manger assis ensemble, une fois par semaine. Juste 10 minutes, pour se connaître autrement. Le chef dit oui tout de suite. La réunion dura moins d'1 heure. Rien de spectaculaire. Des phrases simples, des gestes concrets, des dates notées au crayon. Pourtant, en sortant, elle éprouva une fatigue différente, sans amertume. La blessure demeurait, mais elle cessait de dicter la suite. Les cicatrices du présent ne disparaissaient pas. Elle trouvait un travail. Ce soir-là, couchée tôt, elle rêva non d'Auguste mais de mains. Des mains qui rangent, qui essuient, qui servent, qui écrivent des noms au bas d'un planning. Au réveil, elle comprit que la mémoire ne survivrait pas par une lettre, mais par un lexique vivant. Des salutations, des merci, des gestes transmis. Elle décida de retourner à la librairie du quartier. Elle acheta un cahier à couverture bleue. Sur la première page, elle écrivit en grandes lettres « Livre de la maison ». Au-dessous, les règles qui tiennent parce qu'on les tient. Les jours suivants, elle revint au restaurant en fin de service. Elle s'asseyait près de la cuisine, observait sans entraver, notait dans le cahier des détails, à 21h12, Léa a posé la main sur l'épaule de Yacine quand le lave-vaisselle a lâché. Cela a évité un cri. À 21h34, Adrien a dit « Merci d'être venu » à un couple parti sans dessert. Le merci a rattrapé l'erreur du four. À force de lignes, le cahier se mit à respirer. On y lisait des gestes au présent,
non des préceptes figés. Le troisième soir, une cliente âgée entra, manteau trempé, regard perdu. Adrien eut un bref flottement, puis se reprit. « Bonsoir, bienvenue. Asseyez-vous près du radiateur, nous allons vous sécher. » Élise écrivit. À 19h18, l'habitude a vaincu la panique. Elle sentit, posée sur sa nuque, la main invisible d'Auguste. Non pour diriger, mais pour bénir ce qu'elle n'avait plus besoin d'ordonner. Bien sûr, tout n'alla pas sans heurts. Une table d'habitués ricana en voyant le cadre dépoussiéré d'Auguste, accroché plus bas, à hauteur de main. « On baisse l'histoire maintenant ?» lança l'un. Le chef répondit, simple, « On la rapproche. » Dans son cahier, Élise nota 22h03, l'ironie a glissé sur du solide. Une autre nuit, un cadre pressé se plaignit d'attendre. Adrien souffla, « Je vous vois, monsieur. Je ne vous oublie pas. » La phrase ne réduisit pas le temps, mais elle changea l'attente. Peu à peu, la blessure qui tenait Élise par la gorge se déplaça du centre vers le bord. Elle ne disparaissait pas. Une cicatrice vraie ne blanchit jamais tout à fait, mais elle cessait d'écrire à sa place. Elle se surprit à rire, parfois, à la caisse du marché, quand la boulangère racontait un mot d'enfant, ou à fredonner une ritournelle en essorant un torchon. L'ordinaire reprenait ses droits, non parce qu'on oubliait, mais parce qu'on avait mis l'oubli à sa vraie place, celle d'un repos. Un matin, Adrien frappa à sa porte, les yeux brillants. « Huck, on a mis votre cahier sur le comptoir de la salle du personnel. Chacun peut écrire. » Elle le suivit au restaurant. Les pages s'étaient multipliées d'une écriture variée. On y lisait. « Aujourd'hui, j'ai appris le prénom du livreur, Karim. Il travaille de nuit. J'ai compris que dire pardon ne coûte pas, mais rapporte. Je n'avais jamais mangé assis avec la plonge. J'ai honte d'avoir attendu. » Devant ces lignes, Élise sentit une chaleur large et neuve. Elle referma le cahier, le serra contre elle. Puis elle posa un dernier mot au bas d'une page. « La maison tient tant que l'on tient l'hôte. Et l'hôte, c'est chacun de nous, selon les jours. » En traçant ce point final, elle sut que les cicatrices du présent ne seraient plus jamais de simples stigmates. Elles deviendraient des repères, des veines, sous la peau d'une maison remise à battre. Elle rentra apaisée, prête au matin clair. Le Cygne d'Or avait repris son rythme feutré, mais sous la surface, quelque chose bouillonnait. Les couverts tintaient, les nappes s'étendaient impeccables, les chandelles se reflétaient dans les verres de cristal. Pourtant, chaque serveur, chaque commis, chaque client régulier savait qu'une tension inhabituelle s'était installée. La vieille dame à la canne n'était plus un souvenir lointain. Elle était devenue un symbole et son nom, Élise Delorme, commençait à circuler comme un murmure de couloir. Les murs. Ce soir-là, Élise entra de nouveau dans le restaurant. Pas avec fracas, pas avec une lettre brandie, mais avec la même lenteur tranquille appuyée sur sa canne. Elle portait un manteau sombre et un foulard bleu nuit. Les regards se tournèrent aussitôt vers elle. On chuchota. On désigna discrètement sa silhouette. Adrien, désormais plus humble, s'approcha pour lui ouvrir la porte avec respect. « Bonsoir, Madame Delorme. Votre table vous attend. » Elle acquiesça d'un signe calme, mais ses yeux balayaient Dans un coin de la salle, un homme observait la scène avec froideur. Grand costume sombre, visage fermé. Monsieur Armand, l'actuel directeur général du Cygne d'Or, actionnaire majoritaire depuis plusieurs années. Contrairement aux serveurs ou aux maîtres d'hôtel, il ne voyait pas dans l'apparition d'Élise un rappel de mémoire, mais une menace pour son autorité. Depuis la diffusion de la vidéo et les rumeurs insistantes sur l'héritage de Delorme, il recevait des appels d'associés inquiets. « Qui est cette vieille ?» Quand Élise s'assit, il se leva et traversa la salle d'un pas ferme. Le silence s'installa aussitôt, comme si la musique elle-même s'était interrompue. Il s'arrêta devant elle, posa ses mains sur le dossier de la chaise voisine et déclara d'une voix tranchante « Madame, je crois qu'il est temps que nous parlions. » Élise leva les yeux vers lui, sereine. « Oui, il est temps. » Ils furent conduits dans le petit salon privé où s'étaient déjà déroulées des discussions discrètes entre notables. La porte se referma, isolant le tumulte de la salle. Armand prit place face à elle. Il ne perdit pas de temps. « Votre présence trouble l'ordre. Ce restaurant fonctionne sur une réputation bâtie avec soin. Nous accueillons des personnalités, des diplomates, des artistes. Votre intervention l'autre soir a mis en péril cette image. Vous comprenez ?» Élise resta silencieuse quelques secondes, puis posa doucement la lettre de son grand-père sur la table. « Ce qui a été mis en péril, monsieur, ce n'est pas l'image, c'est la mémoire. » Armand fronça les sourcils. « La mémoire ne paie pas les factures. Le mépris non plus.
répondit-elle calmement. Le directeur, surpris par la répartie, se renversa dans son siège. Vous croyez que quelques phrases d'un testament vieux de 40 ans suffisent à dicter ma gestion? Élise soutint son regard. Je crois que quelques phrases suffisent à rappeler ce qu'est une maison. Votre gestion, vous pouvez la défendre aux actionnaires, mais l'âme du lieu, vous ne la possédez pas. Armand serra les mâchoires. La confrontation prenait la forme d'un duel silencieux. Élise ne cherchait pas à dominer. Elle cherchait à tenir. Elle s'appuyait sur la force tranquille d'une mémoire incarnée, lui sur le pouvoir fragile d'une image mondaine. Et dans cet équilibre, chacun des deux savait qu'il jouait plus que sa réputation. Il jouait la définition même du signe d'or. Le silence du petit salon était lourd, presque suffocant. Armand se redressa, croisa les bras et planta son regard dans celui d'Élise. « Vous n'êtes qu'une vieille dame sortie du passé, dit-il. Ce restaurant est aujourd'hui une entreprise moderne, avec ses règles, ses clients, ses investisseurs. Nous ne vivons plus à l'époque de votre grand-père. » Élise respira profondément, comme pour contenir le flot de colère qui aurait pu la submerger. Sa voix, quand elle répondit, n'était pas tremblante, mais claire. « Justement, parce que nous vivons dans un autre temps, nous devons nous souvenir. Si vous croyez que modernité signifie arrogance et exclusion, alors vous tuez ce que ce lieu avait de plus précieux. » Armand haussa les épaules. « Les clients viennent ici pour le luxe, pas pour recevoir des leçons de morale. Les clients viennent ici pour se sentir accueillis, monsieur. Le luxe n'est qu'un décor. Le cœur d'une maison, ce sont les mains qui servent, la chaleur des regards, le respect offert à chacun. » Armand tapa du doigt sur la table, agacé. « Et que voulez-vous? Une plaque commémorative? Un sermon récité à chaque service ?» Élise esquissa un sourire fin. « Je veux qu'on n'oublie pas que derrière chaque nom prestigieux se cache une promesse. Vous pouvez changer les nappes, les lustres, les cartes des vins, mais si vous oubliez la promesse, tout s'effondrera. » Un long silence s'installa. Armand détourna enfin les yeux. Il savait que ses arguments, pourtant logiques aux yeux des investisseurs, sonnaient creux face à cette voix qui parlait avec l'autorité du vécu. Il s'inquiétait. Et si les employés, déjà ébranlés par l'incident, choisissaient de suivre cette vieille dame au lieu de lui? La porte s'entr'ouvrit. Adrien passa la tête, hésitant. « Excusez-moi. Mais les clients demandent à voir Madame Delorme. Qu'ils veulent lui parler. » Armand se leva brusquement. Ce n'est pas une attraction. Mais Élise posa doucement sa main sur la table. « Laissez-moi y aller. » Quand elle reparut dans la salle, une dizaine de visages se tournèrent vers elle avec respect. Une femme d'âge mûr s'approcha. « Madame vos mots l'autre soir, ils m'ont rappelé mon père, qui travaillait ici comme cuisinier. »« Merci. » Un jeune couple ajouta. « On revient parce qu'on a senti ce soir-là une humanité qu'on ne trouve plus ailleurs. » Élise les écouta émue. Chaque parole creusait un peu plus la fissure dans l'armure d'Armand, car il comprenait que la mémoire, loin de nuire à son établissement, en devenait la force. Mais reconnaître cela reviendrait à céder, et céder n'entrait pas dans son vocabulaire. Elle fit alors ce qu'il n'attendait pas. Elle ne lança pas de discours, ne brandit pas de lettres. Elle dit simplement « Cette maison est à vous autant qu'à moi. Chaque fois que vous y trouverez du respect, vous ferez vivre Auguste Delorme. Si un jour vous n'y trouvez plus que des apparences, partez. » La salle resta suspendue. Puis, lentement, des applaudissements éclatèrent. Pas le tonnerre d'un spectacle, mais l'approbation grave d'une vérité reconnue. Élise inclina la tête et regagna sa place, laissant derrière elle une atmosphère transformée. Armand, resté dans l'ombre, serra les poings. Il avait perdu cette manche. Mais au fond de lui, il savait que la confrontation n'était pas terminée. La nouvelle n'eut pas besoin de journaux pour voyager. Elle passa de table en table, de bouche en bouche, puis se glissa sans demander la permission dans ces fils invisibles où la ville se parle à elle-même. Le signe d'or devint un nom que l'on prononçait avec un étonnement neuf. On ne disait plus seulement « bonne carte » ou « nos services impeccables ». On disait « ils ont de la mémoire là-bas ». Pour la première fois depuis très longtemps, Élise vit son propre visage surgir dans des récits qui ne l'avaient pas choisi. Elle s'en méfia. Elle savait qu'une histoire devient vite un décor. Or elle n'avait pas quitté l'ombre pour devenir un motif. Elle sortit plus tôt, entra plus tard, laissa la rumeur faire son chemin sans la suivre. Les échos pourtant revenaient doux ou stridents, comme la mer contre une digue. Le matin, elle sortit tôt pour acheter du pain. La boulangère, d'ordinaire pressée, ralentit et glissa. « Madame Delorme, j'ai vu la vidéo. »« Merci. »
Élise répondit par un sourire mince et un « ce n'est rien ». Après coup, elle regretta ces mots. Ce n'était pas rien. Ce qu'on nommait désormais l'incident avait mis à nu une faille plus large que sa propre histoire. Elle en prit la mesure en remarquant au coin de la rue 2 jeunes en veston qui débattaient à voix basse. Le luxe, c'est aussi comment on traite les corps. Elle passa sans s'arrêter, mais leurs phrases l'accompagnèrent comme un refrain. Le pain tiède dans son sac lui sembla plus lourd, chargé d'un poids inattendu, la responsabilité discrète de tenir une promesse qu'elle n'avait pas écrite. Au restaurant, les échos prenaient des formes plus concrètes. Les réservations avaient augmenté, pour voir la dame. Plaisantait-on parfois. Cette curiosité la gênait, mais elle notait surtout autre chose. Les salutations d'Adrien, débarrassées de leur mécanique. La manière dont le maître d'hôtel présentait le personnel en citant les prénoms, la place à hauteur de main, du cadre d'Auguste. Les jours où elle s'asseyait près de la cuisine avec son cahier bleu, elle voyait la maison se défaire d'un vieux pli, parler aux assiettes au lieu de parler aux gens. Cela ne se renversait pas en un soir. Pourtant, l'air avait changé. On n'évitait plus certains regards. On ralentissait d'une demi-seconde pour dire merci. Et parfois, cela suffisait à désamorcer une crispation. Armand, lui, ne dormait plus vraiment. Les messages d'associés s'accumulaient. Certains exigeaient qu'ils reprennent la main. D'autres suggérèrent prudemment de composer avec la situation. Il supportait mal ces injonctions contradictoires. Être directeur d'un lieu pareil, croyait-il, s'était décidé sans baisser les yeux. Or voilà qu'il devait compter avec les regards, ceux des clients qui demandaient la dame, ceux des employés qui écrivèrent dans le cahier, ceux de la ville qui, pour un temps, faisaient de son restaurant un laboratoire moral. Une nuit, il traversa la salle vide et s'arrêta devant le cadre d'Auguste. « Et vous qui me tenez tête maintenant » marmonna-t-il. Le silence lui répondit, plus lourd qu'un audit. Un soir, 2 journalistes locaux demandèrent un entretien. Armand accepta, pensant recadrer le récit. Il parla d'excellence, de tradition, de modernité. Ils prirent des notes polies. Puis l'une d'elles posa la question simple que personne ne lui avait encore posée. Qui accueille-t-on d'abord ici, les portefeuilles ou les personnes? Il rit pour gagner du temps, puis répondit par un paragraphe entier sans sujet. Le lendemain, l'article sortit avec une photo d'Élise de dos et cette légende « La mémoire s'assoit près de la cuisine ». Ce n'était pas un coup bas, c'était une image juste. Armand lança le journal sur son bureau, plus troublé qu'il ne voulait l'admettre. Élise lisait peu ce qui se disait d'elle. Elle préférait remplir le cahier bleu. À force de lignes, le livre prit des allures de manuel vivant. On y voyait surgir des idées modestes et nettes, ouvrir la porte avant de demander un nom, expliquer un retard au lieu de le camoufler, remercier la plonge à voix haute, apprendre, chaque semaine, 3 prénoms nouveaux. Elle s'émerveillait du sérieux de ses gestes, si petits qu'ils en devenaient grands. Le plus beau, peut-être, était de voir les clients s'ajuster. Un homme pressé qui autrefois aurait claqué la langue répondait désormais « Prenez votre temps » lorsqu'on le regardait vraiment. La lenteur sous cette lumière devenait une politesse partagée, mais les échos du scandale ne vibraient pas tous sur une note claire. Une poignée d'habitués, blessés dans leur sentiment d'exclusivité, revenaient avec des mines fermées. Ils exigeaient, soupiraient, surjouaient la nonchalance. Élise ne leur en voulait pas. Elle comprenait que chacun défend sa place comme il peut. Elle répondait par une politesse sans angle et par une présence que rien ne hâtait. Parfois l'obstination cédait, parfois non. « Il faut laisser du temps au temps », écrivait-elle, comme on écrit une ordonnance légère. Elle refusait de devenir la cause officielle des crispations. Si un monde se défait, il a besoin d'une main patiente. Les échos, surtout, réveillaient du passé. Une ancienne serveuse envoya une lettre. Elle racontait comment, 20 ans plus tôt, on lui avait interdit de s'asseoir une minute, même enceinte de 8 mois. Elle ne demandait rien. Elle témoignait. Élise lut ces pages avec un serrement dans la poitrine. On ne répare pas l'irréparable, pensa-t-elle, mais on peut empêcher sa répétition. Elle décida alors de proposer une réunion ouverte, un dimanche matin, pour écouter ceux qui voudraient dire ce qu'ils avaient vécu. Le maître d'hôtel afficha une note en salle du personnel. Personne ne savait si quelqu'un viendrait. La parole circula d'abord comme un fil fragile, puis elle trouva son souffle. On entendit des récits de fatigue, de gestes durs, de rires inutiles, et dans le même mouvement, des descriptions d'entraide, de mains posées à temps, d'excuses dites avec franchise.
Élise prit des notes sans interrompre. Elle ne cherchait pas des coupables. Elle cherchait des appuis. À la fin, elle lut doucement 4 lignes d'Auguste. On ne confond pas l'urgence et l'importance. On sert vite ce qui brûle. On sert bien ce qui compte. Les têtes approuvèrent. On décida de formaliser quelques règles, écrites par tous, lues par chacun. Le cahier bleu accueillit ces promesses comme on recueille une eau rare. Ainsi naquirent sans tambour les échos du dimanche, 1 heure chaque semaine, où l'on racontait la maison à partir de l'intérieur. Le scandale, en se réfléchissant, devenait moins une plaie qu'un miroir. Armand n'aimait pas cela. Mais il dut constater que le service suivait mieux, que les réclamations baissaient, que la note moyenne s'élevait sans qu'on ait changé un seul lustre. Il aurait voulu s'attribuer le mérite. Il se contenta pour l'instant de ne pas en pécher. Et pourtant, Élise sentait qu'une zone d'ombre persistait, la tentation toujours prête de transformer sa présence en emblème commode. Elle redoutait de devenir la dame au cahier, qu'on exhibe pour faire joli. Aussi, certains soirs, quittait-elle le restaurant par la porte de service, saluait les cuisines et rentrait par des rues tranquilles jusqu'à ce que la ville redevienne un peu sa maison. Car l'essentiel, elle le savait, n'était pas d'occuper la scène, mais de la rendre habitable. Ce soir-là, avant de s'endormir, elle posa le cahier sur la table et écrivit « Que la maison tienne, que mémoire respire, que geste protège l'invisible ». Puis elle souffla la lampe et laissa venir le calme. Les semaines suivantes confirmèrent que l'histoire d'Élise dépassait désormais les murs du Cygne d'Or. On en parlait dans les marchés, dans les stations de métro, jusque dans les couloirs administratifs. Certains exagéraient, d'autres embellissaient, mais le noyau restait intact. Une vieille dame avait rappelé que la dignité ne se négocie pas. Élise, pourtant, continuait de mener sa vie simplement. Elle faisait ses courses, écrivait dans son cahier bleu, partageait des repas sobres avec 2 voisines. Un soir, Adrien vint la voir, le visage marqué par la fatigue. « Madame Delorme, dit-il, je voulais vous remercier. Depuis que vous êtes revenue, j'ai l'impression de travailler autrement. Avant, je courais pour obéir. Maintenant, je sers pour accueillir. » Élise posa une main légère sur son bras. « Alors tu as compris l'essentiel. » Elle savait que ces mots ne suffiraient pas à effacer les habitudes anciennes, mais ils plantaient des graines. Les échos du scandale se transformaient en murmures d'avenir. La presse finit par s'emparer de l'affaire. Un grand quotidien publia un dossier intitulé « Quand la mémoire corrige le luxe ». Les pages racontaient l'histoire d'Élise, celle d'Auguste, mais aussi celle de dizaines d'employés invisibles. On y citait des extraits du cahier bleu, anonymes mais puissants. Armand fulminait. Il craignait que l'établissement devienne plus célèbre pour ses leçons de morale que pour sa carte gastronomique. Mais les réservations continuaient d'affluer et les clients écrivaient « Pour Élise, le danger n'était pas la visibilité, c'était la déformation. Elle redoutait qu'on la transforme en héroïne commode, en symbole figé, alors qu'elle n'était qu'une femme ordinaire ayant refusé le mépris. Elle répéta souvent à Adrien et aux autres « Ne me mettez pas sur un piédestal. Ce n'est pas moi qui compte. Ce qui compte, c'est que chacun de vous sache se tenir droit. » Mais les récits publics ont toujours besoin d'icônes, et son visage, malgré elle, devenait une image. Une nuit, Élise fit un rêve étrange. Elle se voyait marcher dans la salle du Cygne d'Or, mais les murs s'effaçaient et devenaient une grande place publique. Les clients se transformaient en passants, les serveurs en voisins, et tous répétaient la phrase de son grand-père « On ne chasse pas de sa table celui qui a froid ». Elle se réveilla bouleversée, consciente que le scandale avait pris une dimension qui ne lui appartenait plus. Il devenait une parole commune, presque un proverbe. Les échos du dimanche prirent de l'ampleur. Ce qui n'était qu'une réunion discrète entre quelques employés devint une habitude respectée. On racontait les maladresses, on partageait les petites victoires, on décidait ensemble d'améliorations concrètes. Élise n'était pas toujours présente, mais son esprit planait sur ces instants. Yacine écrivait régulièrement dans le cahier « Aujourd'hui, nous avons servi vite, mais nous avons aussi servi bien. » Adrien ajoutait « J'ai appris que regarder quelqu'un de Armand, de plus en plus isolé, tenta d'organiser une contre-offensive. Il invita des investisseurs à un dîner privé, espérant leur montrer que le prestige restait intact. Mais même ce soir-là, les conversations dérivèrent vers la vieille dame, Kleistose, la lettre du fondateur. Il comprit avec rage que le récit lui échappait complètement. Pourtant, il ne pouvait pas l'étouffer sans paraître cruel. Son autorité se fissurait,
et il en avait conscience. Élise, de son côté, ne cherchait pas à vaincre Armand. Elle cherchait seulement à protéger la promesse d'Auguste. Les cicatrices de son humiliation restaient présentes, mais elle s'était métamorphosée. Chaque sourire d'un serveur, chaque mot de gratitude d'un client, chaque note écrite dans le cahier bleu venait les recouvrir d'un baume invisible. Elle découvrait que les blessures pouvaient devenir des repères, des lignes sur lesquelles se bâtit une autre manière de vivre. Un soir, en refermant son cahier, elle écrivit « Les échos du scandale m'ont changé. Je ne suis plus seulement une femme blessée, je suis une femme témoin. » Et ce mot « témoin » résonna comme une clé. Elle comprit que sa mission n'était pas de rester au centre de l'histoire, mais de la transmettre, de veiller à ce qu'elle continue à vivre dans les gestes des autres. La vérité, quand elle éclate, ne choisit pas toujours ses chemins. Pour Élise, elle n'avait pas pris la forme d'un cri ni d'un scandale public, mais d'une lettre brandie au bon moment. Pourtant, les jours qui suivirent lui montrèrent que la vérité est plus lourde qu'on ne croit. Elle n'est pas seulement une arme qui libère, elle est aussi une charge qu'il faut porter, un fardeau qui demande constance. La vieille dame le comprit en observant les regards qu'on posait sur elle. Certains emplis de respect. Chaque matin, elle sortait acheter son pain, et chaque matin, quelqu'un l'arrêtait pour la remercier, pour lui raconter une histoire d'humiliation, de travail méprisé, de dignité bafouée. Des femmes de ménage, des aides-soignantes, des employés de caisse venaient lui confier en quelques mots ce qu'ils n'avaient jamais osé dire. Élise les écoutait, bouleversée. Elle comprenait que son geste n'avait pas seulement réveillé une mémoire familiale. Il avait réveillé des mémoires collectives, enfouies sous des années, mais porter ses confidences l'épuisait. Elle n'était pas une héroïne de roman, ni une militante aguerrie. Elle était une vieille dame avec ses forces et ses limites. Certains soirs, elle rentrait chez elle et s'asseyait longtemps dans l'obscurité, incapable d'écrire une seule ligne dans son cahier bleu. La vérité, se disait-elle, n'était pas faite pour être portée seule. Elle se demanda alors si elle n'avait pas commis une imprudence en révélant la lettre, et si elle avait déclenché une vague trop grande Un après-midi, elle retrouva Adrien au café du coin. Le jeune serveur, plus détendu qu'auparavant, semblait vouloir lui offrir un moment léger. Ils parlèrent de la pluie, du quartier, de musique. Puis il se fit plus grave. « Vous savez, Madame Delorme, votre parole a changé la maison, mais elle nous oblige. On ne peut plus servir comme avant. Chaque geste est regardé, jugé. C'est une fierté, mais aussi une pression. » Élise acquiesça. Elle aussi ressentait ce poids. Ce n'était pas seulement sa dignité que la vérité avait aussi atteint Armand. Le directeur, obsédé par son image, voyait désormais son autorité contestée. Les investisseurs l'interrogeaient. Les employés murmuraient. Les clients exigeaient autre chose que des plats bien dressés. Pour lui, la vérité d'Élise était un poison lent qui sapait ses certitudes. Il se promit de rétablir son pouvoir, coûte que coûte. Un soir, Élise rentra plus tôt que d'habitude. Elle s'assit devant sa boîte en bois, sortit la lettre d'Auguste et la relut encore une fois. Elle se demanda si son grand-père avait mesuré le poids qu'il mettait sur les épaules de ceux qui viendraient après lui. « On ne chasse pas de sa table celui qui a froid. » Une phrase simple, mais lourde comme une pierre. Elle murmura. « Tu savais que ce poids ne serait jamais léger, n'est-ce pas ?» Le lendemain, elle prit une décision. Elle proposa que les « échos du dimanche » ne soient plus seulement des réunions internes, mais des rencontres ouvertes, où anciens employés, voisins, clients fidèles pourraient venir raconter leurs histoires. « La maison n'appartient pas qu'à ceux qui la dirigent, » dit-elle. « Elle appartient à tous ceux qui y ont laissé un peu de leur vie. » Cette idée fut accueillie avec enthousiasme par le personnel, mais avec inquiétude par Armand, qui y vit une menace directe à son La vérité, désormais, n'était plus seulement dans une lettre jaunie. Elle circulait de bouche en bouche, de page en page, et chacun en portait une part. Élise sentait que le poids devenait plus supportable parce qu'il se partageait. Mais elle savait aussi que ce partage serait un champ de bataille. Certains accepteraient, d'autres résisteraient. Le dimanche suivant, la salle privée du Cygne d'Or fut aménagée simplement. Pas de nappe luxueuse, pas de chandelle, seulement des chaises alignées, une table avec du café et du pain. Élise arriva tôt, le cahier bleu sous le bras. Elle ignorait si quelqu'un viendrait. Mais peu à peu, des silhouettes franchirent la porte. D'anciens plongeurs, une femme qui avait travaillé 20 ans comme serveuse, un voisin curieux, un couple de clients fidèles. Même Adrien et Yacine étaient là un peu nerveux, mais déter, Élise prit la parole la première. Ce lieu a toujours appartenu à ceux qui le faisaient en vivre. Aujourd'hui, nous partageons nos vérités,
pour qu'elles ne restent pas des cicatrices muettes. Puis elle s'assit et laissa la salle parler. Les voix s'élevèrent, hésitantes d'abord, puis plus assurées. On entendit des histoires de fatigue, de gestes de bonté, de humiliation encaissés en silence. Une ancienne serveuse raconta comment un soir, enceinte de 8 mois, elle avait supplié de s'asseoir 1 minute et qu'on lui avait répondu « Les clients ne paient pas pour voir des chaises occupées ». Ces mots firent trembler la salle. Un vieil homme évoqua Auguste, qui passait chaque soir serrer la main de tous. Ses yeux brillèrent en disant « Élise prenait des notes dans son cahier, attentive. Elle ne voulait pas que ses récits disparaissent une seconde fois. La vérité, se dit-elle, n'était pas seulement dans les archives notariales, mais dans ces mémoires fragiles qui pouvaient s'éteindre si on ne les recueillait pas. Elle sentit à nouveau le poids, mais cette fois il ne l'écrasait pas. Il l'enracinait. Armand finit par apparaître, poussé par la curiosité ou l'inquiétude. Il resta debout au fond de la salle, les bras croisés. Quand il entendit certains témoignages, il pâlit, mais il n'intervint pas. Peut-être comprit-il que parler aurait été perçu comme une intrusion. Élise le regarda brièvement, puis poursuivit sans le défier. Elle savait que la vérité n'avait pas besoin de confrontation violente. Elle s'imposait par sa simple évidence. À la fin de la réunion, un silence respectueux emplit la salle. Élise se leva, le cahier dans les mains. Nous avons entendu des douleurs, mais aussi des fidélités. Ce cahier ne doit pas rester le mien. Il doit devenir le nôtre. Chacun pourra y écrire. Car la vérité ne se garde pas. Elle se partage. Elle posa le cahier sur la table. Un à un, les participants vinrent y inscrire une phrase, un souvenir, une promesse. Les pages se noircirent d'écritures différentes, de mains tremblantes ou assurées. Quand tout fut terminé, Élise sentit ses jambes lourdes, mais son cœur léger. Le poids de la vérité n'avait pas disparu, mais il avait changé de nature. Ce n'était plus un fardeau solitaire. C'était une charge commune. Elle sourit doucement. « Grand-père, tu avais raison. On ne porte pas la maison seule. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle posa la boîte en bois sur la table, glissa le cahier bleu à côté et ferma les yeux. Elle n'était plus seulement l'héritière d'une lettre. Elle devenait la passeuse d'une mémoire vivante. Et dans ce rôle, elle trouva une paix qu'elle n'avait jamais connue. Le matin se leva sur un ciel lavé, et Élise sentit pour la première fois que l'air entrait sans résistance. Depuis des semaines, les réunions du dimanche avaient redonné au Signe d'Or une respiration que l'on croyait perdue. Elle marchait lentement jusqu'au restaurant, canne au rythme, cahier bleu serré contre ses côtes, attentive à la vie ordinaire qui reprenait couleur. Les vitrines s'ouvraient, les boulangers sortèrent leurs paniers, les trottoirs transpiraient un parfum de pluie dissoute. Elle traversa la salle avant l'ouverture, caressa du bout des doigts la nappe d'une table, puis s'arrêta devant la photo d'Auguste. On avait remonté le cadre d'un souffle, pas assez pour en faire une icône, juste ce qu'il fallait pour qu'un regard croise un autre regard. Dans la cuisine, on plaisantait bas, on réglait le four, on déposait les bouquets de persil dans des verres d'eau. Yacine leva la tête et salua, sourire franc. Adrien comptait les couverts, mais il prit le temps de dire bonjour en regardant droit, et cela suffit à Élise pour sentir que la maison tenait. Elle s'assit près de la baie, ouvrit le cahier et relut les entrées récentes. On y parlait de retards expliqués, de pardons demandés à voix claire, d'un anniversaire fêté en fin de service avec un morceau de brioche partagé. Ce n'était pas la révolution, songea-t-elle. C'était mieux, c'était l'obstination. Elle inscrivit une phrase simple, « La patience accepte la lenteur mais refuse l'humiliation ». Puis elle referma le cahier parce qu'il fallait vivre, pas seulement écrire. Dans l'après-midi, elle descendit au marché et acheta des pommes, des œufs, un bouquet de thym. Ça eut envie de cuisiner pour l'équipe, rien de grandiose. Une soupe claire et une tarte toute simple comme autrefois. Le chef la trouva près du passe, tablier noué sur son manteau sombre. « Vous me chipez ma place, Madame Delorme » plaisanta-t-il. « Je ne vole rien, je rends. » On rit doucement, et l'odeur des oignons revenus s'accorda aux voix. Pendant qu'elle remuait la casserole, elle se surprit à chanter bas une chanson que sa mère lui avait apprise. Chaque note appelait une mémoire, mais aucune ne blessait. Elle sentit la douleur s'éloigner comme un bateau qu'on regarde partir sans regret. Au service du soir, elle resta en retrait. Elle observait la salle comme on veille sur des enfants qui n'ont plus besoin qu'on les tienne par la main. Une cliente entra, manteau humide, et Adrien proposa d'abord une chaise et une serviette tiède avant de parler de la réservation. Un homme pressé leva la voix. Le maître d'hôtel vint, nomma l'impatience sans s'excuser de l'existence des autres,
et la colère retomba. Élise notait mentalement des gestes minuscules, ces pierres plates qui permettent de franchir un gué. À un moment, elle croisa le regard d'Armand. Il n'était ni vainqueur ni vaincu. Il était hésitant. Il s'approcha enfin. « J'ai reçu le rapport de satisfaction, » dit-il. « Les chiffres s'envolent. »« Tes chiffres suivent les gestes, » répondit-elle. Il hocha la tête, et pour la première fois, ses épaules parurent descendre d'un cran. « Je n'ai pas su voir, » reconnut-il. « Je croyais protéger un blason et j'étouffais la maison. » Élise ne triompha pas. Elle dit seulement « On peut apprendre tard. L'important est de commencer. » Le lendemain, elle proposa un geste simple. Inviter un midi par mois des voisins seuls, des travailleurs de nuit, des mains qui tiennent l'invisible. Le chef applaudit l'idée. Armand accepta et l'on rédigea une carte courte à prix symbolique. On afficha dans la rue « Ici, on sert d'abord le respect ». Les premiers convives arrivèrent timides. Ils repartirent plus droits. Élise observa leur visage au moment du café. On ne riait pas fort, on respirait mieux. Elle comprit que la délivrance n'est pas un feu d'artifice, mais une détente. Plus tard, seule chez elle, elle posa la boîte en bois sur la table et y remit la lettre d'Auguste avec une lenteur rituelle. Elle n'avait plus besoin de l'emporter chaque jour. La maison l'avait apprise. Elle ouvrit la fenêtre. La ville sentait la pierre chaude et l'eau. Merle lança 3 notes, puis 4. Elle pensa à son âge, à ses forces qui déclinaient, à la place qu'il faudrait laisser. Une passeuse n'est pas un piédestal, se dit-elle. Elle s'efface dès que le pont tient. Elle fit du thé, coupa une tranche de pain, enduisit de beurre et de miel et lassa volontairement le temps traîné. Dans le reflet de la vitre, elle reconnut non pas la jeune fille d'autrefois, mais la femme exacte du présent. Le téléphone vibra. C'était un message d'Aïcha, l'ancienne pâtissière du quartier voisin. « J'ai entendu parler de vos dimanches. Si vous voulez, je viens offrir des madeleines. » Élise sourit, répondit oui, et ajouta un cœur maladroit qui la fit rire d'elle-même. Elle comprit alors que la délivrance n'est pas la fin d'une peur, mais la réouverture d'une joie simple. Le jour suivant, un détail scella pour elle ce passage. Un livreur s'était trompé de porte et maugréait dans l'entrée. Adrien sortit, prit la caisse, dit le prénom du livreur, le remercia d'être venu si tôt. Le jeune homme resta interdit, puis redressa la tête. Élise, à distance, sentit la scène se poser comme une plume sur son cœur. Elle n'avait rien ordonné. Elle avait semé, et ce qui poussait désormais n'avait plus besoin d'elle à chaque geste. Elle rentra chez elle par des rues où l'ombre s'étirait. Sur le palier, elle s'arrêta, essuya un peu de fatigue sur sa joue et laissa venir la paix. Demain, pensa-t-elle, je confierai le cahier à d'autres mains. Je garderai la mémoire, mais eux garderont la maison. Alors seulement, j'aurai fini mon travail et je pourrai m'asseoir sans surveiller. Elle souffla la lampe. La nuit n'était plus une menace. C'était un jardin. Le dimanche suivant, elle arriva plus tôt, le cahier bleu serré comme un livre. Au milieu d'une page, elle traça un cercle et écrivit des prénoms. Adrien, Yacine, Léa, Camille, Karim. Elle intitula la page « Garde-main », parce que ces mains-là tenaient la maison mieux qu'un acte. Avant le service, elle réunit l'équipe près de la cuisine. Pas de discours. 4 lignes d'Auguste, puis les siennes. Nous ne serons pas parfaits, mais attentifs. Nous irons assez vite pour ne pas faire attendre, assez lentement pour ne pas oublier. Nous ferons passer les personnes avant les apparences, et nous nous excuserons à l'heure, ni trop tôt pour fuir, ni trop tard pour réparer. On ne cria pas. On respira large. Armand s'avança. Que cette page reste ouverte, que chacun signe. Il signa. Le soir venu, rien d'extraordinaire ne survint. Pourtant, tout avait changé. Les verres tintèrent, des pas croisèrent des pas, et la salle prit ce grain humain qui ne se commande pas. Quand la dernière table partit, on éteignit tard parce qu'on parlait encore un peu. Élise rangea le cahier et, avant de quitter, posa la paume contre la porte comme on remercie un être ancien. Le lendemain, Élise se réveilla plus tard qu'à l'ordinaire. La fatigue se faisait sentir, mais ce n'était plus la lassitude pesante des humiliations passées. C'était une fatigue claire, presque joyeuse, celle qui suit un travail accompli. Elle s'assit près de la fenêtre, observa la lumière glisser sur les toits et se dit que peut-être la délivrance ressemblait à cela, un simple matin où l'on respire sans craindre la blessure. Elle fit du café, tartina une tranche de pain et laissa le temps couler. Son télé, au signe d'or, on préparait une journée particulière. Armand avait décidé, non sans hésitation, d'ouvrir les portes à ceux que l'on n'invitait jamais. Des livreurs, des aides-soignantes, des femmes de ménage du quartier. Ce n'était pas une idée née de lui seul, mais de la pression douce exercée par les réunions dominicales.
par Élise, par les voix qui avaient traversé les murs. Quand il monta sur l'estrade improvisée pour accueillir les convives, il se surprit à citer Auguste Delorme. On ne chasse pas de ça. Élise, assise au premier rang, sentit une larme couler, non pas parce qu'on la citait, mais parce que la maison parlait enfin d'une seule voix. Les serveurs circulaient avec une attention nouvelle. Les clients inhabituels se redressaient, surpris d'être regardés comme des hôtes et non comme des corps de passage. Adrien servit un vieil ouvrier en lui disant « Merci d'être venu ». L'homme embarrassé répondit « Merci d'avoir pensé à moi ». La phrase resta suspendue, plus précieuse qu'un dessert rare. Le repas se déroula sans faste, mais avec une chaleur qui emplissait chaque assiette. On riait doucement. On parlait de travail, de fatigue, de petits bonheurs. Élise observait, le cœur apaisé. Elle comprit que la délivrance n'était pas un triomphe éclatant, mais la continuité humble d'une promesse tenue. À la fin du service, on offrit à chacun une madeleine, celle préparée par Aïcha, et beaucoup repartirent les yeux brillants. Armand, en rangeant ses papiers, croisa le regard d'Élise. Il s'approcha, maladroit. « Vous aviez raison, dit-il. J'ai défendu une façade et j'ai failli perdre la maison. » Élise répondit simplement « Une maison ne se perd pas si on la remet dans les mains de ceux qui la portent. » Ils restèrent silencieux un instant, puis échangèrent une poignée de main qui valait un pacte. Le soir venu, Élise rentra chez elle. Elle posa le cahier bleu sur la table, l'ouvrit à une page blanche et écrivit « Aujourd'hui, la maison a servi la mémoire sans la citer. C'est cela, la délivrance. » Elle referma doucement, comme on ferme un livre dont on connaît la suite sans avoir besoin de la lire. Avant de se coucher, elle prit la lettre d'Auguste une dernière fois. Elle la lut non plus comme une injonction, mais comme une bénédiction. Puis elle la remit dans la boîte en bois, rangea la boîte dans le tiroir et sourit. « Tu peux dormir tranquille, grand-père. La flamme tient. » Cette nuit-là, elle rêva d'une grande table dressée en plein air sous des arbres en fleurs. Autour, des visages connus et inconnus partageaient le pain. Personne n'était chassé. Chacun avait sa place. Elle se réveilla le cœur léger, convaincue que la mémoire ne mourrait pas tant qu'on la vivait ensemble. Et elle se dit que, oui, la délivrance était là. Dans ce matin simple, dans cette paix silencieuse, dans la certitude que l'histoire avait trouvé son héritage vivant.